Bonjour et bienvenue. Je suis Virginie Mazza, directrice du pôle digital pour le groupe M2I Formation. Je suis ravie de vous accueillir nombreux à ce dernier Digitalk sur un nouveau sujet, un nouvel axe de l'intelligence artificielle, voilà, qui est le sujet Adobe Firefly. Je suis ravie d'accueillir Vincent Rizaché, avec qui je collabore depuis de nombreuses années, voilà, qui a pris Firefly à bras le corps, voilà, qui est un expert de Photoshop et qui va donc vous faire une formation flash sur cet outil qui est assez incroyable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre juste quelques secondes, vous le savez, pour présenter M2I à ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore. Qui sommes-nous? Nous sommes un acteur de la formation professionnelle. Nous existons depuis bientôt 40 ans puisque nous avons été créés en 1985 et avons aujourd'hui un maillage territorial assez inégalé avec 35 centres de formation répartis sur le territoire national et un petit peu maintenant vers l'international. En quelques chiffres, M2I Formation, c'est d'abord 2500 formations à son catalogue, dont une grosse centaine est éligible au CPF, au compte personnel de formation, environ 1800 formateurs experts, 4200 clients actifs, et 100 000 apprenants qui viennent tous les ans se perfectionner, améliorer leur employabilité, que ce soit en présentiel ou en distanciel. De par notre création en 85, nous avons pu nouer des relations proches avec les OPCO et nous avons donc un panel large de formations collectives à vous proposer au travers des financements OPCO. En 2022, nous avons été certifiés Calliope. Nos 35 centres sont certifiés Calliope. La qualité reste un engagement fort chez M2I Formation, puisque nous sommes considérés comme un acteur incontournable par l'éditeur Leaders League et meilleur organisme de formation par Le Point. Voilà, c'était une petite présentation très rapide, je vous l'avais dit. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent Rizaché qui va vous présenter Firefly, qu'on a la révolution par Adobe. Voilà, je vous retrouverai en fin de présentation. Je serai modératrice, donc si vous avez des questions dans le chat, vous les posez. Je pourrai les relayer à Vincent au fil de la présentation. On se retrouve en fin de présentation et je vous souhaite de bien profiter de cette formation. Et Vincent, c'est à toi. Bonjour à tout le monde. Donc, mon nom est Vincent Rizacher. Je travaille effectivement avec Virginie depuis de nombreuses années et je me suis spécialisé essentiellement dans la retouche avec des options print et photo sur Photoshop. Le Firefly est arrivé dans les versions bêta de Photoshop aux alentours du mois de mai et juin et on en est déjà globalement à peu près à la deuxième étape. Alors, je vais passer directement sur le site Adobe, puisqu'il est plus simple d'aller chercher l'information là où elle se situe, c'est-à-dire concrètement sur le site Adobe, dédié en fin de compte à l'intelligence artificielle de chez Adobe, qu'on appelle donc Firefly. Adobe Firefly, la révolution ou évolution de l'intelligence artificielle proposée par Adobe. Et avant de commencer le propos directement dans Photoshop en termes d'atelier, voyons rapidement un petit peu comment ça se passe concrètement lorsqu'on veut aborder et mieux connaître cette intelligence artificielle. Alors le plus simple, c'est quand même de se rendre sur le site Adobe. Et à partir de là, vous verrez très rapidement que sur le site adobe.com/fr/product, Firefly, eh bien on voit qu'il y a 3 propositions qui sont faites sur l'exploitation de l'intelligence artificielle, qui va permettre un petit peu plus tard dans cet atelier bien, de montrer également à quoi ça ne sert pas. Alors la première approche, c'est le texte en image, où vous tapez un texte actuellement en français, avant c'était en anglais, comme par exemple ici, chien souriant portant un pull, et en faisant générer, il propose une première génération d'images. La deuxième approche, c'est le remplissage génératif, où là on va remplir, soit pour enlever, soit pour ajouter des éléments dans une image. Enfin, il y a la notion d'effet de texte qui est spécifique à l'emploi dans le site internet. Alors lorsque l'on est sur utiliser Firefly gratuitement, on va être dans l'idée d'un bis repetita, des 3 éléments proposés, sachant que les 2 premiers seront ceux proposés dans Photoshop. Il n'y a pas d'effet de texte dans Photoshop, et si on poursuit l'itinéraire de ce qui est proposé, la recoloration générative est proposée dans Illustrator, sachant qu'il y a ici différentes études en attente, où ici la 3D en image est bientôt disponible, en cours de développement pour le texte en vecteur, et on verra également tout en bas, si on est un petit peu curieux, eh bien le croquis en image, les résultats personnalisés, le texte en modèle. Donc tout cela évolue, sachant que cette évolution marque également le fait qu'il y a une différence entre utiliser l'intelligence artificielle au sein du site internet plutôt que Photoshop.
Cette différence se résume dans le fait que, eh bien, lorsque vous allez éditer une image, comme par exemple ici la première qui nous tend les bras, eh bien, on va avoir un Firefly en version 2.0, on le voit en haut à droite, qui est la panacée, entre guillemets, de l'exploitation de vos images ou des images fabriquées dans le site internet et non pas dans Photoshop, car dans Photoshop, on reste sur une technologie Firefly Image 1. Enfin, nous vous montrons tout cela aussi parce que nous avons beaucoup de paramétrages qui permettent d'affiner un peu le côté aléatoire et de fabrication pure et dure par le biais de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut piloter des types de contenus en photo ou en art et également travailler différents styles qui sont multiples. On peut avoir une proposition de n'importe quel type ici disponible, il y en a pas mal, et des thèmes. Donc tout cela, on ne l'aura pas dans Photoshop, sachant que le produit est disponible dans Photoshop, dans Photoshop Express, qui est une web app, donc disponible sur le site, et également un petit peu dans Illustrator. Donc tout cela est à connaître, sachant qu'une des différences qu'il y a notoire entre Firefly niveau 2 et niveau 1, c'est que dans Photoshop, eh bien, la fabrication d'éléments par intelligence artificielle se cantonne à une disponibilité maximale de 1024 par 1024, alors que dans ici Firefly, par le biais d'Internet, a une disponibilité du double, c'est-à-dire 2048 sur 2048. On verra quelle incidence ça va avoir un petit peu après. Voilà donc un peu la présentation rapide des outils qui sont maintenant disponibles par le biais d'Adobe. Voyons tout de suite ce que l'on peut faire maintenant directement depuis Photoshop. Dans un premier temps, nous allons voir comment fonctionne de base l'utilisation de la technologie Firefly auprès de Photoshop. Et là, nous vous proposons ici un exercice très simple qui consiste à voir que l'image a été nécessairement un petit peu inclinée pour obtenir un horizon parfait dans cette image. À partir de là, on a de la matière blanche tout autour, et il faut savoir que pour faire apparaître les moyens de remplissage dotés d'intelligence artificielle, il faut absolument que dans l'image, il y ait une sélection. Lorsque l'on va utiliser n'importe quel outil de sélection, tel que par exemple ici le lasso, et qu'on va faire tout simplement une sélection autour de la roue, se libère automatiquement ce petit élément en bas qui s'appelle, et si vous cherchez le nom, la barre des tâches contextuelles, et qui va permettre d'osciller entre l'insertion potentielle de texte pour créer des éléments, soit du remplissage. Et cela s'opère en fin de compte en deux coups. Il faut qu'il y ait une sélection dans l'image, quelle qu'elle soit, en provenance d'une couche alpha, d'une masque de fusion ou d'un outil. La première clic, c'est de faire un remplissage génératif, et de là, une frontière s'opère entre taper du texte pour inventer un chapeau par-dessus le casque ou un animal, ou tout simplement ne rien mettre dessus, c'est pour ça que c'est écrit facultatif, et de cliquer sur générer automatiquement, il va faire une proposition, tout simplement, d'une intelligence artificielle de substitution. Alors, le logiciel est assez puissant, puisque cette notion d'intelligence artificielle est basée sur la reconnaissance également de forme. Alors, il va vous falloir une connexion Internet assez puissante, puisque ça va envoyer votre image dans les serveurs d'Adobe, pour qu'ensuite, l'image va revenir, en termes d'information, pour construire ou solliciter, en fin de compte, des propositions de remplacement. Vous voyez qu'une toute petite partie prend déjà un certain temps. Le réflexe et la base, ici, pour vraiment expliquer le démarrage de l'intelligence artificielle, va consister à avoir un calque qui va être créé. Ce calque possède deux petites étoiles, c'est comme ça qu'on les reconnaît, avec l'intitulé calque génératif. Et il va y avoir toujours une préservation de la sélection que vous avez fait au préalable par le biais du masque de fusion. Et dans le panneau propriétés, il va y avoir toujours 3 propositions qui vont être faites. Propositions qui peuvent être ici à nouveau renouvelées, et que l'on peut également, avec la flèche ici, proposer la première proposition, la deuxième et la troisième. Vous remarquerez qu'ici, il y a une reconnaissance de forme, dans le sens où les algorithmes ont détecté que c'était une trottinette, et de fait, il a reconnu une roue et propose une autre roue. Voilà donc le gros principe, sachant que l'autre étape, consistant à inventer et solliciter vraiment une création, va consister, à partir d'une sélection ou à partir d'un élément déjà fait, de taper du texte véritablement pour que la génération se fasse. Donc dans cet exercice simple, où nous avons ici de la matière que l'on doit remplir à nouveau, le principe va être assez répétitif dans les ateliers que nous vous proposons. C'est l'utilisation de sélection. Nous allons prendre par exemple ici la baguette magique pour sélectionner les différentes zones blanches. Et une fois que l'ensemble est fait, il y a
une petite chose à savoir, c'est que ce remplissage se doit d'être un peu avec des bords mitoyens entre les zones qu'il doit remplir et les zones qui sont connues. Donc en clair, nous allons faire ici sélection intervertir, puis faire en sorte que la sélection déborde un petit peu pour que ça rentre un petit peu à l'extérieur ou à l'intérieur. Ici, nous allons faire non pas une dilatation, mais une contraction. Donc là, on l'a mis à l'envers, donc on va le contracter de 15 pixels par exemple, donc c'est à l'intérieur, et de là faire à nouveau sélection intervertir, nous l'avons fait par erreur. Donc là maintenant la sélection, c'est du remplissage dans les blancs avec un bord mordant à l'intérieur de l'image. Nous allons pouvoir cliquer une première fois remplissage génératif, puis une deuxième fois. Voilà, le résultat vient d'arriver, il vient de tomber, donc on peut constater qu'il y a bis repetita, c'est-à-dire création d'un calque, avec un masque de fusion qui est le reflet de la sélection que nous avons établie au préalable, et 3 propositions. De là, on peut se dire, bon, c'est à peu près correct, c'est pas mal. La seule chose, c'est très simplement de regarder en zoomant un petit peu, et de voir tout simplement que le remplissage est diablement intelligent, dans le sens où il y a une continuité des lignes, il y a également une continuité de la granulité progressive, et du flou et de la netteté progressive. Il y a donc non seulement du remplissage un peu comme on connaissait à l'époque du Content Aware, remplissage basé sur le contenu, mais beaucoup plus intelligent puisqu'il détecte en fin de compte la logique de construction de l'image, que ce soit des éléments granuleux, flous, nets, voire d'intelligence de reconnaissance de forme entre des voitures, des personnages, des humains ou des animaux. Donc la répétition va se faire de manière constante, c'est-à-dire fabrication d'une sélection qui déborde un petit peu et ensuite un remplissage. Alors, en termes de propositions, nous allons voir dans un premier temps uniquement le remplissage, et on verra dans un deuxième temps tout ce qui est prompt et écriture pour la création. Alors, dans le souci de correspondre un peu à une notion de production, on va d'abord établir tous les besoins de production usuels dans lesquels l'intelligence artificielle va pouvoir s'exercer. Donc, ce premier atelier que nous vous proposons va porter le nom très simplement d'atelier après un cadrage par rotation, c'est-à-dire lorsqu'il y a des zones transparentes. Alors pour gagner en rapidité, nous avons ici effectué la même logique, c'est-à-dire une image qui est dotée de zones transparentes parce qu'on a dû l'incliner pour respecter un horizontal, et à partir de là, on a fait la sélection, on a dilaté, et on obtient un résultat suivant. Et là, pour nous qui retouchons l'image depuis pas mal de temps, avec différents collègues, on a été quand même très grandement bluffés. Alors pour quelle raison ? Tout simplement parce que si vous avez déjà pratiqué l'usage de l'outil tampon ou correcteur, eh bien, le fait de reconstruire des éléments qui sont en arrondi, c'est pas évident. Et là, on voit qu'il respecte entièrement l'arrondi, la construction, la répétition des dalles, la répétition des différents éléments. Alors oui, on peut toujours se dire il y a des petites imperfections. On peut les constater par exemple ici où il y a des raccords qui ne sont pas optimaux, mais c'est vraiment du détail et facilement rattrapable. Mais ça met également en exergue le fait qu'étant donné que l'intelligence artificielle chez Adobe est disponible dans près de 100 langues, eh bien tout ce qui va comporter de la typographie ou du texte, si vous préférez, ça ne va pas fonctionner. Là, par exemple, c'est la place à visiblement Alexander, donc il pourrait construire la continuité du mot. Il n'y a pas de reconnaissance de texte, donc il y a une espèce de hiéroglyphe qui va se substituer. Donc là, le logiciel n'est pas étudié pour remplacer du texte. Une fois qu'on a vu que l'on peut donc remplir entièrement des images dotées de zones transparentes lorsqu'on fait une rotation, nous vous proposons maintenant de voir le deuxième domaine, eh bien, comment il va se débrouiller lorsqu'on travaille avec un panoramique. Alors pour faire un panoramique, nous avons avec 4 images différentes, et ces 4 images différentes ont vraiment été pas spécialement très bien réussies. Dans le sens où lorsque vous faites un panoramique, il est plutôt conseillé non pas d'être en mode paysage, mais en mode portrait. Et lorsqu'on est en mode portrait, on essaye au moins d'avoir 30% d'équivalent, entre guillemets, commun entre les images qui se succèdent. Alors nous l'avons déjà réalisé, sachant que les images, pour réaliser ici ce panoramique, il vous suffira d'ouvrir les 4 images que nous avons ici, et de faire très simplement Photo Merge. Photo Merge, c'est l'utilitaire qui permet de créer des panoramiques, on va le laisser en auto, et vous cliquerez très simplement sur Ajouter les fichiers ouverts. Laissez de base la fusion des images, et surtout ne cochez pas la zone transparente avec fond basé sur le contenu, c'est l'ancien algorithme de remplissage, et vous validerez par OK, pour obtenir très simplement le panoramique que nous avons ici, qui est déjà prêt à l'emploi pour gagner du temps.
Et nous voyons ici que eh bien, nous avons la première image, la deuxième, la troisième et la quatrième, et voilà le résultat que l'on a lorsque l'on applique la commande PhotoMerge. Alors on va utiliser un raccourci clavier qui permet de faire un duplicata avec Fusion. C'est un petit raccourci clavier un petit peu secret, dans le sens où il n'est pas montré dans le logiciel. C'est la commande calque, fusionner les calques visibles, et ça fusionnerait les calques. Mais en maintenant la touche Alt ou Option à l'aide de cette commande, ça permet de faire un duplicata. Et donc d'avoir une version complète et totale de l'ensemble des calques tout en les préservant. C'est ce que nous avons fait au préalable. À partir de là, on a récupéré la sélection par un POM ou un contrôle-clic. Donc là, c'est les zones opaques. Puis, sélection intervertir pour avoir les zones transparentes. Puis, ne jamais oublier qu'il faut également un petit peu dilater, d'une quinzaine de pixels encore une fois, pour que ça morde un petit peu à l'intérieur. Et à partir de là, on pourra faire remplissage génératif et de cliquer générer. On va désélectionner puisqu'on l'a fait à la base, et voilà le résultat. Alors pour ceux ou celles qui sont intéressés par le panoramique, c'est vraiment une prouesse, parce que pour avoir travaillé pas mal de fois avec des photographes, on avait un cruel choix entre du remplissage plus ou moins à l'arrache au tampon, voire de faire un cadrage ou plus petit, et donc on sacrifiait énormément des zones. Ce qui est assez bluffant, c'est l'adaptabilité des matériaux qui servent à remplir. C'est-à-dire qu'ici, on a des petites variations en dégradé de lumière et de saturation de couleur que le logiciel respecte, et également la reconstruction presque d'un pas de porte, des textures à l'intérieur. Assez bluffant également la reconstruction ici des différents câblages électriques, et de la concavité ici de l'élément. Voyons avant-après. Alors ici, lorsque l'on va zoomer, on va se permettre de voir le côté un petit peu manquant de la technologie. C'est-à-dire qu'en zoomant, vous allez constater ici dans le film qu'il y a une nette différence de qualité entre l'image originale et l'image qui a été créée par l'intelligence artificielle, par la technologie Firefly. Alors pour quelle raison? La première, c'est que, comme il avait été prévenu, l'intelligence artificielle ne peut que remplir par morceau de à peu près 1000-1024 pixels. Ce qui fait qu'ici, nous avons pris un panoramique qui est très large en quantité de pixels, il étire ces 1024 pour les restituer, pour avoir tout simplement une forme de rééchantillonnage derrière. Et donc, la seule solution pour avoir une bonne qualité, c'est dans ce panoramique de faire des bouts de 800 pixels par 800 pixels. Donc vous faites 800 pixels, vous remplissez avec l'intelligence artificielle, vous refaites un carré ou une zone de 800 pixels maximum, et là vous obtiendrez une qualité digne de ce nom. Alors, cette qualité, elle est toujours en fonction d'une finalité. Si vous êtes photographe, pour du fine art ou tirage d'expo ou imprimeur, vous êtes un petit peu enclin aux 250-300 dpi. Lorsqu'on travaille plutôt pour du web content ou pour de la vidéo, je peux vous garantir que ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Donc là encore, on est dans l'idée de travailler avec des notions de pixels transparents où l'intelligence artificielle remplit l'ensemble des éléments manquants. Enfin, une dernière approche des pixels manquants et de la gestion de la transparence, c'est lorsque vous faites de la fusion automatique. Alors cette fusion automatique, c'est le fait ici de travailler avec des images qui ne comportent absolument aucune perspective commune et où on utilise un petit peu des moyens un petit peu violents, un peu de voyous, où on peut disposer un peu à l'arrache, un peu comme on veut, et d'utiliser ici la touche majuscule pour faire en sorte que les deux soient actifs, pour utiliser enfin la commande alignement automatique des calques. À partir de là, il y a une proposition qui est faite, on ne touche à rien, et là il va y avoir un travail qui va être fait pour essayer de conserver un démarrage de perspective qui soit plus ou moins en place. On va continuer notre petit bonhomme de chemin en faisant fusion automatique des calques, et cette fusion propose deux options sur l'empilement ou sur le panorama. Dans notre cas de figure, c'est un panorama. Attention de ne pas laisser cocher cette zone, car on ne veut pas utiliser l'ancien algorithme qui est remplissage basé sur le contenu, mais véritablement Firefly. À partir de là, le travail va se faire, et cette fusion va permettre de pouvoir avoir une continuité de teintes et de couleurs. Et c'est là qu'intervient ici le merveilleux raccourci clavier pomme alt majuscule E pour avoir une version dupliquée, non aplatie en gardant les éléments. De là, on va pouvoir récupérer la sélection des zones opaques, puis intervertir, puis très concrètement dilater, toujours la même méthode, pour qu'ensuite on puisse générer au remplissage génératif et ensuite générer. Le résultat, on peut qu'en sourire ou d'être étonné ou d'être stupéfait.
on a quelque chose qui est véritablement particulier, dans le sens où en termes de perspective, les maïs de droite sont plus grands que les maïs de gauche, il y a une profondeur de champ qui est respectée, une continuité de fabrication de nuages qui est totalement plausible et qui est respectée, on est sur quelque chose d'assez spectaculaire. Maintenant, bis repetita par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, par rapport à la gare où il y a les fils électriques en hauteur, eh bien, on voit assez distinctement lorsque l'on zoome, eh bien, les parties qui sont faites à partir de l'image originale et ce qui a été rajouté d'un point de vue artificiel. Et on voit bien qu'il y a ici eh bien, des zones de manque de définition, de manque de résolution liées au fait que eh bien, l'image dépasse 1000 pixels et il faudrait plutôt faire des paquets de 1000 pixels par 1000 pixels pour obtenir un résultat à peu près en place. Voilà donc ce que l'on peut dire par rapport à des remplissages où il y a des zones transparentes. Voyons maintenant comment on peut faire des notions de matière et de rajout de matière, dans un premier temps sur des choses qui sont liées au matériel ou à la campagne ou à la ville, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas des choses comme ça. Et là encore, on va se retrouver avec des situations qui sont assez spectaculaires. Donc nous avons volontairement pris plusieurs types d'images, un concernant les photographes ou les gens qui travaillent dans les natures mortes ou qui travaillent dans la nature, ceux qui travaillent plutôt en reportage dans la notion de ville, etc., etc., et la troisième, à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire dans les appartements. Alors là, c'est principalement pour vous le montrer, le fait que, eh bien, pour obtenir des qualités et des vraisemblances, le plus simple, c'est d'abord de mettre l'image dans un fond blanc, par exemple. Vous récupérez la sélection, vous bordez dessus, et à partir de là, eh bien, on peut progresser à droite, à gauche, en haut, en bas, pour obtenir des éléments assez spectaculaires, sachant que l'image originale créée par le ou la photographe, c'est juste ceci, et voilà ce que l'intelligence artificielle est capable de rajouter. C'est assez spectaculaire. Lorsqu'on arrive ici maintenant sur des notions de ville un peu plus complexes, dans le sens il y a des détails, il y a des habitations, il y a un fil électrique, il y a des voitures, là on est sur quelque chose un tout petit peu plus à surveiller, dans le sens c'est beaucoup plus complexe que d'inventer entre guillemets des arbres ou des choses comme ça. Parce qu'on zoome véritablement, on s'aperçoit que, par exemple ici, il y a un poteau qui est en bois, et bien l'algorithme va détecter que c'est un poteau en bois et va recréer un autre. Maintenant, on peut se poser des questions, qu'est-ce que c'est cet élément-là qui traîne? Est-ce que c'est une pompe? Est-ce que c'est une grue? À surveiller. Et lorsqu'on est de l'autre côté, on s'aperçoit ici que, de la même manière qu'on avait vu, il y a plusieurs possibilités de choix, il y en a toujours 3 qui sont proposées. Et lorsque l'on est dans la première proposition que nous avons choisie, on voit bien qu'en fonction du démarrage de la maison, il y a une reconnaissance que c'est une maison, donc ça doit se terminer. Et on est sur des éléments qui, ici, on peut penser que c'est une voiture. Alors, volontairement, nous avons mis cet atelier-là pour bien spécifier que tout ce qui est sujet à copyright, tel que par exemple solliciter une voiture Renault, Peugeot, Mercedes, BMW, est quasiment impossible, puisque ce sont des brevets industriels, et donc vous aurez, sur des formes très connues, telles que une voiture, une moto, une approche assez artistique du sujet, puisqu'ils ne peuvent pas se permettre de copier des modèles existants au nom du copyright. Donc, la deuxième approche de choses qui est moyennement réalisée, en dehors de ce qu'on a vu à propos de l'écriture, eh bien, c'est la formalisation de type moto, voiture, qui sont connues et que vous n'aurez jamais, puisque ça n'appartient pas à Adobe. Maintenant, rien n'empêche de dupliquer ce calque, qui est issu d'un calque génératif, pour ensuite faire une proposition numéro 2, et de là, travailler l'un par rapport à l'autre, on va l'inverser, pour que, eh bien, on puisse travailler avec un masque de fusion, et bien sûr, un petit peu de couleur adéquate, pour que eh bien, les propositions qui ont été faites sont issues de 2 applications génératives. C'est-à-dire que ça nous plaît tout ce qui est à gauche, mais à droite, la voiture correspond à rien, ce qui fait que la première est issue, en fin de compte, de l'intelligence artificielle proposition numéro 1, dans lequel on exploite complètement toute l'image, sauf la partie de droite de l'image numéro 2. Tout cela est bien sûr possible. Enfin, pour tout ce qui est magazine, de décoration, d'immobilier, d'architecture, on est fréquemment dans la demande, en tant que de retoucheur, de rajouter des plafonds, de rajouter des parquets, de rajouter de la matière pour mettre d'autres éléments. Et là encore, c'est assez spectaculaire, même s'il y a des sujets à critique. Mais c'est déjà une bonne base qui fait grandement avancer le temps de travail.
Là, la qualité de restitution du parquet est quand même assez bluffante. Pour ceux ou celles qui déjà pratiquent, vous voyez le temps économisé et surtout le fait qu'il n'y a presque plus rien à faire parce qu'il y a un respect de l'ombre, il y a un respect de la matière, de la texture. Voyons ce qu'il en est maintenant par rapport à une autre approche qui va être, cette fois-ci, le rajout concernant les notions de personne. Où là, ça risque d'être encore un peu plus rigolo parce qu'on est plus exigeant, on a plus de mémoire sur des cheveux bien réalisés qu'un arbre qui tient plus ou moins la route. Ici, dans cet exemple-là, nous avons déjà le résultat final qui est celui-ci. Alors vous voyez ici qu'il y a une image sur laquelle nous avons agrandi des zones transparentes et on aurait pu penser que l'on fait une récupération de sélection dilatée et qu'on augmente la totale. Alors ils ont inventé autre chose, une commodité. Et cette commodité, on va la voir très simplement lorsque on va progresser ici dans les images. Voilà l'image originale. Eh bien, au lieu de procéder à monter d'un cran en tant que calque et faire toute la procédure, directement au sein de l'outil cadrage, est proposé soit de faire de l'arrière-plan par défaut, donc si vous étirez, vous mettez ici du blanc, soit du remplissage d'après le contenu, c'est l'ancien algorithme qui était figuré dans édition remplir, soit vous faites directement du développement génératif. Alors là, c'est vraiment spectaculaire. On peut directement rajouter à gauche et rajouter à droite, et juste de confirmer, générer. C'est tout ce qu'il y a à faire. À partir de là, il y a juste quand même un temps d'attente que l'image parvienne en termes d'information dans les serveurs d'Adobe, et on va récupérer directement le produit. Avec toujours cette particularité d'avoir 3 propositions. Sachant que si ces 3 propositions ne sont pas bien faites, vous pouvez très bien le recommencer, il recommencera à partir d'autres algorithmes. Voilà le résultat. Nous trouvons cela spectaculaire. Spectaculaire parce qu'il y a un respect plausible de la mèche de cheveux qui comporte les mêmes couleurs, les mêmes flous, derrière le dégradé de beige est respecté. On a quelque chose de totalement exploitable. Voyons ce qu'il en est pour la deuxième approche, ou la troisième approche. On va dire la deuxième est déjà bien compatible, la première reste globalement à peu près en place. On arrive sur une autre approche qui consiste à voir cette fois-ci les notions de cheveux. Et ça arrive couramment d'avoir très simplement des images où, par dynamisme, les photographes coupent un peu le haut, coupent à gauche, coupent à droite. Il faut recréer, en fin de compte, les cheveux manquants parce qu'on va voir le personnage entièrement. Là, il vous suffira de faire une sélection dans le bout blanc, et puis à partir de là, de solliciter très simplement le Firefly pour obtenir la finalité. Maintenant, on peut avoir donc des choix de propositions entre la première, la deuxième et la troisième. Mais si cela ne suffit pas, on peut très bien directement avec l'outil cadrage réaugmenter pour obtenir, on va dire, le bout, sachant que même s'il y a un seul calque qui est actif, le principe de l'élément génératif est de ne pas tenir compte qu'il y a un seul calque actif, mais ça fonctionne avec tous les yeux des calques qui sont ouverts. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une version aplatie. Il ne tient pas compte des calques, qu'ils soient actifs ou pas actifs. C'est l'œil qui est important. Donc là, on va obtenir un résultat qui est généralement 100% gagnant. Dans ce genre de document, il est parfaitement à l'aise. On voit bien qu'il y a un dégradé qui est plus ou moins respecté, avec une petite variation un peu dans les bleutés. Et on a toujours 2 ou 3 propositions qui tiennent la route. Donc on va réduire ici l'image. Voilà donc ici, on va déplacer la barre pour obtenir ici la continuité. On va fermer un petit peu les images pour parvenir ici, sur ce remplissage cette fois-ci de personnages et de matière, sur quelque chose qui nous a grandement étonné. C'est lorsqu'il manque véritablement beaucoup de bout, c'est-à-dire un personnage tronqué où il n'y a que, en fin de compte, ça en tant que photo. Donc la photo est véritablement manquante. Le logiciel va reconnaître que le jogging est jaune, avec une bande jaune, une bande blanche, et regardez, avec une sélection simple de rectangles en bas, voilà ce que propose l'intelligence artificielle. On a le respect à un peu près plausible de la grandeur du personnage, de la position des pieds, la continuité du design blanc au niveau du pantalon. On est dans quelque chose d'assez bluffant. Maintenant, toujours rester méfiant dans le sens où les propositions ne sont pas toujours 100% exploitables. Voilà ce qu'il en est concernant les rajouts de matière en termes de personnes et de graphique. Sachant que le petit dernier, concerne le graphisme, ici, on est sur quelque chose où on a étiré sur le côté,
Et comme nous l'avions déjà vu, tout ce qui est texte, le logiciel, l'algorithme n'est pas véritablement très performant, va inventer des grigouillis, mais cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de progression, il y a un respect de couleurs très diaphanes, de couleurs très douces, avec un noir qui n'est jamais noir mais un peu marron, et l'ensemble créé est parfaitement dans le ton, dans la teinte, dans l'ambiance de l'élément original, sachant que vous choisirez ce qui vous semble être le plus exploitable. On aborde maintenant un autre domaine concernant cette fois-ci les éléments qui sont détourés avec un fond. C'est-à-dire, lorsque vous êtes ici avec un élément qui concerne exclusivement un détourage d'un élément avec un fond transparent, juste à côté d'un élément qui n'est pas détouré, eh bien, le logiciel, en récupérant la sélection des zones transparentes et en débordant un peu, eh bien, va proposer tous les intermédiaires en tenant compte globalement de l'ambiance générale. Et on voit directement dans l'image eh bien, les 3 propositions. Donc vous imaginez pour des catalogues de voyage ou des bannières à faire sur Instagram pour proposer des éléments, c'est véritablement spectaculaire. On est également sur d'autres approches où il y a également une notion de détourage sur un fond. Là, nous avons juste réalisé une sélection que l'on va ici matérialiser en faisant simplement génératif. Et à partir de là, il y a plusieurs propositions pour rectifier directement dans le photomontage une coupe de cheveux. Attention toutefois, nous le répétons, la sélection se fait sur des éléments dont lequel il ne tient pas compte que ce soit des éléments séparés, c'est-à-dire le calque génératif ne génère pas uniquement le bout des cheveux, mais génère également le fond bleu. Ce qui fait que si vous souhaitez déplacer l'ensemble du personnage, ça ne va pas fonctionner, puisqu'en fin de compte, le personnage étant debout. Alors bien sûr, vous pouvez déplacer les deux, mais les cheveux du haut ne sont pas détourés, puisque le masque s'arrête là où c'était coupé. Donc il faut recommencer la procédure si vous déplacez votre personnage. On arrive aux autres approches, ça va être globalement la dernière, concernant le fait que l'élément est détouré. Donc ici, nous avons un détourage qui a été fait, mais nous l'avons fait globalement à peu près à l'arrache. Donc ici, nous avons fait une sélection de la porte. Donc voilà globalement la sélection de la porte. Mais en générant ici une sélection de contours, cette fois-ci, c'est un peu particulier, eh bien on ne sollicite pas de remplir l'intérieur de la porte, on ne sollicite pas de remplir l'intérieur des briques, on sollicite de mieux travailler, parce qu'on n'a pas eu l'envie ou on a la fainéantise, eh bien le contour et l'approche entre le mur de briques et l'incorporation dans le photomontage de la porte. On obtient quelque chose de véritablement sympathique. Donc dans cet atelier, on extrapole le fait que c'est pas simplement le fait de rajouter de la matière, ça peut être grandement nécessaire lorsqu'on fait un détourage très rapide et que l'intelligence artificielle ne va pas intervenir dans la composition véritablement, mais dans la qualité de création d'un masque pour mieux incorporer un élément dans un autre. On arrive à une autre approche, toujours en production, qui va être des images détourées sans fond. C'est-à-dire, imaginez par exemple ici que vous ayez cette image qui ne comporte pas de fond. Nous l'avons volontairement détourée. Eh bien, nous avons remarqué que le fait de solliciter, à partir d'une image, un remplissage total, l'ambiance générée a toujours un rapport chromatique avec le document lui-même. C'est-à-dire qu'ici, on baigne dans des couleurs un peu douces, majoritairement dans des jaunes, jade, orange, rouge et marron. Eh bien, le fond qui va être créé est toujours un petit peu dans la même ambiance qui permet de garantir quelque chose qui puisse être impossible à déceler comme étant totalement inventé. Dans ce 8e atelier, on va aborder un concept assez simple qui va être les transitions occasionnées par l'intelligence artificielle, mais lorsque les images ne se touchent pas. Nous avons ici plusieurs exemples assez rapidement exécutés, où nous avons ici la première image, où vous voyez ici la sélection qui a été effectuée, elle est assez grossière, et voilà la proposition qui est faite. Alors ça nous amène l'idée qu'en fin de compte, l'image en tant que telle qui a été placée possède le démarrage correct de l'image originale, mais la fin ne correspond pas véritablement comme si c'était un détourage parfait avec une fusion, puisque ça a été fait par du remplissage. Et ça, il faudra en rediscuter un petit peu plus tard. Lorsqu'on aborde une deuxième approche,
C'est là quelque chose d'assez fantasmagorique, c'est-à-dire qu'on a placé deux images qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, et de savoir comment ils s'en débrouillent. Et là, on obtient des images qui peuvent être assez conceptuelles, assez intéressantes, puisque on a des choses qui sont presque improbables, jusqu'à parvenir à des situations de ciel qui se retravaillent avec des interprétations graphiques qui sont assez bluffantes. L'idée, c'est que les images se touchent, et nous avons ici une zone en commun qui a été établie entre la moitié du haut et la moitié du bas, pour voir comment il va fabriquer l'intermédiaire. On obtient exactement la même chose avec des portes qui peuvent se cumuler, et également, ici, quelque chose d'assez bluffant, qui est une situation de ville, de base, de nuit, et une rail de chemin de fer avec un coucher de soleil. Et là, les propositions sont assez intéressantes, puisqu'on obtient toujours trois types de propositions. Et là, on obtient quelque chose qui est assez bluffant, qui est un petit peu à rectifier, on va dire, puisque en termes d'ambiance, en termes de lumière, il faudrait recréer un peu des ombres un peu bleutées sur les côtés, etc. Mais c'est déjà un petit peu spectaculaire. Enfin, pour certains cas de figure, on s'est aperçu que la nature de la sélection influençait grandement sur la répartition, ce qui fait qu'au début, dans cet atelier, nous avions fait, comme pour les autres, des rectangles, et le résultat n'était pas du tout probant, et on s'est aperçu qu'en fin de compte, il fallait préserver le bateau, et faire en sorte, et vous allez le voir avec la sélection, qu'il fallait prendre un petit peu un bout sur le côté, un autre bout sur le côté, et à partir de là, on obtient quelque chose qui peut être à peu près probant. Là, nous sommes dans le cas de figure où les images se touchent. On va fermer l'ensemble des images, pour voir maintenant comment ça va se passer lorsque les images ne se touchent pas. Ça peut être dans le cas de figure, par exemple, d'affiches de cinéma, d'affiches de théâtre, où vous avez deux photos de différents acteurs, comme par exemple ici ces deux acteurs, et on souhaiterait faire une affiche pour avoir un titre au milieu, avoir suffisamment de distance, et donc il faut créer de la matière. Et là, c'est difficile parce que pour reconstruire l'épaule et le début de bras, on n'en a ni à gauche ni à droite. Là, on a un petit peu à gauche qu'on pourrait reporter à droite, ou alors saisir une autre image et chercher la même texture, etc. Et là, la sélection, vous allez la voir, il faut un tout petit peu parfois déborder. Donc le premier essai, s'il n'est pas véritablement efficace, il ne faut pas hésiter de sortir de l'outil rectangulaire et de venir avec le lasso pour prendre différentes formes un peu chaotiques, et on obtient quelque chose d'assez exploitable. On arrive maintenant sur la notion, dans ce 10e atelier, toujours basé sur le remplissage, sachant qu'ici, nous avons exactement un même exercice, où vous avez deux images qui sont un peu dans la même ambiance, un peu colorée, mais il manque beaucoup de matière, où là, le résultat est véritablement très exploitable tout de suite. On arrive donc dans le 10e atelier, qui va être le plus connu, entre guillemets, de démonstration sur la toile, quand on présente Firefly, qui sont très simplement des remplissages d'éléments disgracieux, tels que par exemple ici, une gouttière. Là, la sélection, vous voyez, elle va être extrêmement primaire, et le résultat est totalement spectaculaire. On obtient la même chose lorsque l'on veut supprimer très simplement des personnages, où là, la détection était immédiate et de qualité parfaitement exploitable, rapidement. La même chose pour des éléments qui peuvent être des graffitis ou des éléments qui sont assez simples, où ça, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour savoir le faire, mais la vitesse avec laquelle ça le fait, ça rend caduque toutes les exploitations de tampons, correcteurs localisés. Et on obtient ici parfois des résultats où il faut faire en deux fois, très simplement. Il faut faire véritablement une première fois, puis on refait une sélection de la partie qui est un petit peu mal travaillée, pour ensuite repartir en une deuxième génération, et on obtient quelque chose d'assez puissant, sachant que le fait de retirer ici la main par-dessus ici la construction d'immeubles avec les éléments répétitifs n'est pas si facile que ça, même si on est un opérateur chevronné. Même chose ici sur des éléments simples, où on peut retirer directement en obtenant la même barrière ici, le même élément rouge. Ça, c'est les plus connus, c'est les éléments les plus connus. Dans le 11e atelier, pour montrer un peu la puissance et à quoi ça peut servir, c'est également, et on va fermer tout ceci, un exercice assez simple qui est de refabriquer, entre guillemets, tout simplement de la profondeur de champ, sachant que ça, c'était le démarrage des notions d'intelligence artificielle,
Depuis qu'il existe un nouveau filtre un peu intelligent, ça devient un peu moins nécessaire. Donc le principe, en fin de compte, de ce qui est montré ici, c'est tout simplement à partir d'une image où vous avez correctement réalisé la sélection de la voiture en débordant, eh bien on demande à l'intelligence artificielle de pouvoir remplir la totalité, ce qui va permettre d'occasionner après eh bien, la possibilité de mettre un flou gaussien progressif en débordant sur l'élément, ce qui fait qu'on obtient ici eh bien, un flou progressif, sachant que les parties manquantes ou floutées sont remplies avec de l'intelligence artificielle. Dans un autre domaine également, la retouche de visage, où là, si vous avez des choses qui sont un petit peu difficiles à faire, telles que par exemple ici, eh bien, une femme qui malheureusement a des petits soucis un peu d'adolescence, très simplement, c'est pas si grave que ça, mais bon, ça peut être déclaré comme étant à retirer. Eh bien, le principe de l'intelligence artificielle est bien souvent de détecter la nature de l'élément et d'optimiser l'ensemble, sachant que là, on obtient quelque chose avec une sélection assez grossière, quelque chose de déjà très en place. Il suffira peut-être de rajouter un peu de grain ou un peu de bruit, et le résultat est assez rapide en termes de retouche beauté, entre guillemets. On obtient ensuite une autre approche qui concerne cette fois-ci la notion vidéo. Et là, en vidéo, c'est à une condition sine qua non que la vidéo possède des plans animés dans une zone, mais également des zones fixes. Ce qui va permettre ici de pouvoir constater que, eh bien, on se retrouve avec une notion de animation. C'est un film, hein, très simplement, hein, donc on va voir tout de suite que c'est un film. Et dans cette situation-là, que ce soit par exemple quelqu'un interviewé sur Instagram ou sur une web TV, eh bien, on peut agrandir la zone très simplement en préservant ici des zones que l'on va remplir par l'intelligence artificielle et d'avoir une couverture vidéo beaucoup plus grande où l'animation va toujours être respectée, mais la zone tout autour n'a pas besoin de bouger puisque c'est un plan fixe. Donc ça peut être très utilisé pour des formats, par exemple, paysages qui deviennent en portrait ou portrait en paysage. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que, sans avoir besoin de rentrer dans une ligne de code, étant donné que c'est de l'intelligence artificielle et donc quelque part de la reconnaissance de forme, nous avons été un peu bluffés de s'apercevoir que lorsque nous faisons très simplement ici un remplissage simple d'une zone qui concerne des chaussures, eh bien la proposition faite est immédiatement de la reconnaissance d'une paire de chaussures et qui peut être ensuite modulée ou changée sans avoir besoin de taper. Il faut changer des chaussures, il faut changer ou s'occuper des pieds. Donc c'est la même chose au niveau du personnage, c'est la même chose au niveau de la chaise. La détection se fait sans avoir besoin de ligne de commande dans un sens. Et c'est justement eh bien, cette liaison qui va me permettre de vous amener à parler cette fois-ci de Firefly, mais cette fois-ci quand on va taper du texte. Deuxième étape dans l'approche de Firefly, là cette fois-ci ce n'est plus faire une sélection simple et laisser libre cours en fin de compte à un champ génératif en cliquant simplement sur remplissage et générer, c'est de taper un texte pour savoir qu'est-ce que l'on veut générer. Donc c'est une autre approche en utilisant ce qu'on appelle des prompts, qui est tout simplement du texte. Là-dessus, Adobe est assez clair là-dessus, il faut être assez simple, ne pas rentrer dans une logique de marque, et vous ne pourrez pas insérer vos propres images. Et on va le voir ça tout de suite. Alors là, en l'occurrence, on a scindé cet atelier en deux. Le premier concerne les humains. Ça peut être par exemple eh bien, de générer une sélection qui est très grossière pour faire en sorte d'avoir un changement de cheveux, pour en rajouter, pour changer la couleur. Ici, on va avoir plusieurs propositions qui vont être faites, quitte à rajouter, eh bien, par exemple, une boucle d'oreille. Attention toutefois, lorsque l'on régénère ici cet élément-là en tapant simplement le texte « hearing » ou « boucle d'oreille » en français, vous pouvez taper aussi bien en anglais qu'en français, c'est compte tenu de la proposition qui était faite avant. C'est-à-dire qu'ici, si nous permutons d'un choix numéro 2 un choix numéro 3, la proposition n'est pas la même, donc eh bien, l'incrustation ne peut pas se refaire. Et vous remarquerez également que ce n'est pas véritablement une boucle d'oreille qui réinvente ou qui positionne, c'est l'ensemble d'une oreille qu'on peut supposer provenant d'une autre image.
On peut donc rajouter facilement des barbes, des moustaches, des chapeaux, différents éléments pour changer l'allure générale d'un message, d'une image. Voyons maintenant concernant les notions d'objet. Vous avez par exemple ici un joli bébé. Là, le chapeau ne plaît pas, on fait une sélection assez rapide, et bien automatiquement, il va y avoir un remplacement avec préservation du fond, avec quelque part un détourage automatique. Il y a quelques petites modifications ou améliorations à faire sur les bords ici du panier en osier, mais cependant c'est rapidement exploitable. Au même titre ici, on peut permuter d'un objet à un autre avec une sélection grossière où il y a une reconnaissance de forme en tapant très simplement biberon, et à partir de là on substitue ici par rapport à l'autre biberon. Alors ici nous allons utiliser les 3 petites flèches pour faire la notion de épingler la position de la barre pour éviter qu'à chaque fois cette barre se positionne dans l'image et qu'elle soit positionnée à droite. Alors nous vous mettons en garde tout de suite sur un élément que l'on peut supposer être vrai, c'est-à-dire imaginez que vous soyez fabricant de biberons, eh bien c'est compte tenu de la banque d'images d'Adobe où il va chercher son biberon à lui que va être placé ce nouveau biberon. Vous n'aurez pas la possibilité de prendre votre image à vous, si vous êtes fabricant de biberons, pour que au niveau marketing ça puisse être une image avec votre propre biberon. Cette banque d'images, Adobe se veut d'être propre d'un point de vue éthique, dans le sens où Adobe a récupéré pas mal de banques d'images, dont la plus connue est Photolia, qui va devenir ensuite Adobe Stock. Et donc Adobe garantit qu'il n'y a pas d'images volées, que les royalties sont honorées, dans le sens où c'est par rapport à leur propre banque d'images qui ont été payées, qu'est extirpé ou va s'utiliser ou s'appuyer Firefly, et non pas comme d'autres banques d'images qui ont été un peu piratées pour alimenter d'autres systèmes d'intelligence artificielle. Lorsqu'on travaille avec les notions d'objets, on peut être amené également à travailler avec d'autres sources d'éléments, où là, nous avons tapé sur une sélection sur le côté, très simplement Apple Tree, c'est-à-dire pommier. Là, nous sommes assez surpris dans le sens où l'arbre correspond bien, en fin de compte, à une ambiance, qui correspond à une ambiance de montagne, avec de la neige, en reproduisant très simplement d'autres arbres, mais compte tenu du contexte. Donc là, c'est assez bluffant puisqu'on peut avoir une autre séquence pour remplir ou cacher un autre élément. Dans cet exercice-là, nous sommes dans la situation d'avoir une voiture commercialement existante, puisque le jeune garçon est dedans. Nous avons souhaité placer dedans une plaque minéralogique. On s'aperçoit que, encore une fois, la notion de texte n'est pas spécialement la chose la plus extraordinaire, et en tapant très simplement le fait d'avoir une voiture luxurieuse, ou de luxe, on va dire très simplement, et là on obtient quelque chose qui n'existe pas, mais qui peut être vraisemblable, mais que jamais aucune personne n'a fabriqué, puisque c'est un amalgame d'éléments qui n'existent pas. Donc là, encore une fois, nous le répétons, même si vous tapez du texte pour obtenir une voiture précise ou votre voiture, ce n'est pas possible, c'est l'algorithme qui décide l'invention de ce que vous sollicitez. Pour la notion, ici maintenant, non plus d'objet, mais la quatrième approche va consister à taper directement des éléments en arrière-plan. C'est-à-dire vous avez un détourage, et de là, vous avez le souhait de modifier uniquement le fond. Donc il y a un détourage qui a été fait, en rentrant toujours en dilatant, en tapant par exemple une ambiance ici qui va très simplement être le fait d'être une ambiance de ville. Vous remarquerez que l'ambiance d'un point de vue chromatique reprend toujours un peu la colorimétrie de l'image qui sert de référence. Ici, nous avons souhaité très simplement qu'il puisse y avoir de l'herbe, on a tapé simplement herbe en anglais, parce qu'on n'a pas de banque d'images, parce qu'on n'a pas la disponibilité, parce qu'on est un petit peu fainéant et on a raison. On a juste fait une sélection qui délimite parfaitement la zone. À partir de là, on a tapé herbe et on obtient quelque chose de totalement vraisemblable. Et on obtient ici 3 propositions qui puissent être allègrement utilisées. De la même manière, ici, toujours un détourage avec un fond. Et la situation ici est d'avoir tapé très simplement ville de nuit. Et on obtient, par rapport à l'image originale, une situation où il faudrait peut-être toujours, à l'intérieur, peut-être retravailler un petit peu les éclairages pour avoir un peu de pénombre ici, un petit peu de pénombre ici, pour améliorer, entre guillemets, la composition qui a été réalisée. Concernant l'approche suivante, il va être nécessaire d'abord d'expliquer une situation un petit peu particulière
qui est la semi-transparence d'une sélection. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de faire une sélection, eh bien, vous pourriez très bien avoir une situation, et je vais simplement faire ici « Nouveau », créer, et très simplement créer un dégradé. Ce dégradé-là, on voit que c'est une variation de blanc jusqu'au noir. Lorsque nous sommes dans une situation de fabriquer une couche alpha, donc une couche alpha, nous rappelons que c'est une possibilité de mémoriser une sélection, comme par exemple ici, nous faisons simplement un carré et nous créons la commande sélection, mémoriser la sélection en tant que couche alpha, nous obtenons ici une mémorisation où les zones de sélection sont blanches et le reste est noir, marquant le fait que plus tard, si on en a besoin, on n'aura juste qu'à besoin de faire récupérer la sélection. Par défaut, si dans cette sélection-là, je glisse dedans un dégradé, que l'on va prendre classique, et qui va du blanc jusqu'au noir, on va dire sur la totalité de la zone de l'image, eh bien, on voit une progression allant du blanc jusqu'au noir, et lorsque l'on récupère en fin de compte la sélection, il va se passer une particularité que Photoshop a, qui est qu'il ne représente que la sélection allant du blanc jusqu'à 50% de gris. On peut donc établir le fait que si ici, nous allons remplir avec une couleur, n'importe laquelle, par exemple du rouge, en utilisant la commande édition remplir, avec la couleur de premier plan, donc notre rouge, eh bien le remplissage va se faire progressif. Et ça, il faut bien retenir qu'en fin de compte, le pourcentage de blanc va déterminer le pourcentage d'opacité. Ce qui fait que même si la sélection n'est pas visible au-delà de 50%, il n'en demeure que ça agit quand même. Alors pourquoi vous montrer cela? Parce qu'il y a, grâce à cette astuce de modification de pourcentage d'opacité d'une sélection, quelque chose à apprendre et qui peut être extrêmement intéressant lorsqu'on travaille avec Firefly. Exemple ici de cette image. Nous prenons ici la notion de calque, qui est un petit peu équipée, puisqu'il y a quand même eu un travail qui a été fait en amont, et lorsque l'on va travailler ici une image simple, on pourrait très bien ici utiliser la commande pomme A pour ensuite indiquer que l'on souhaite quelque chose fait en aquarelle. Et regardez bien la subtilité, parce qu'il y en a une, on va quand même essayer de taper un peu plus lentement pour éviter de le recommencer. Et bien lorsque vous sollicitez de l'aquarelle, le logiciel comprend que vous sollicitez une aquarelle, c'est-à-dire un tableau, qui n'a aucun rapport avec l'image. Et donc le remplissage va se faire avec un artiste en herbe qu'on ne connaît pas, qui est l'algorithme, et donc vous proposez une jolie peinture d'aquarelle. C'est le principe. Ça, c'est pas exactement ce que l'on veut. On aimerait que notre image soit, avec l'algorithme, dans un rendu d'aquarelle. C'est une autre approche intellectuelle, et là, l'astuce consiste très simplement à jouer avec un pourcentage de transparence pour que l'intelligence artificielle tienne compte d'un pourcentage de l'image et qu'il applique un pourcentage de l'aquarelle. Et à partir de là, on peut un peu piloter légèrement l'intelligence artificielle. Donc comment le réaliser? Il y a plusieurs tutos sur Internet qui circulent parce qu'il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de passer ici, concrètement, en mode masque. Vous remplissez l'intégralité ici pendant le mode masque avec une couleur, et cette couleur, vous la fixez à 30%, à saturation 0. En validant par OK et en validant, le remplissage se fait, et lorsque vous revenez au point de départ, eh bien, vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien, mais en fin de compte, vous avez une sélection qui est opérante, mais qui n'est pas représentée parce qu'elle est en deçà de 50%. À partir de là, il se passe le fait qu'on a bien le remplissage génératif, sur lequel on peut faire aquarelle, et à partir de là, par rapport à ce qu'on a fait au préalable, c'est-à-dire un remplissage avec un tableau d'aquarelle, eh ben, ce sera votre image qui sera traitée à la mode aquarelle. C'est donc assez important dans les prompts puisque ça permet de rentrer dans une logique de création et artistiquement intéressante puisque c'est à partir de la base d'une image qu'est drainé et utilisé l'élément. Donc nous avons fait pas mal d'essais dans lesquels vous n'oubliez pas qu'il y a toujours plusieurs propositions dans lesquelles on peut rajouter énormément de choses, comme par exemple ici,
on est dans l'idée de travailler avec un atelier de peinture à l'huile, autre peinture à l'huile, sachant que la méthode que nous venons de voir, nous trouvons qu'elle n'est pas suffisamment efficace, puisque si on veut refaire un essai, il faut refaire un mode masque, refaire édition remplir, reprendre des valeurs non plus de 30, mais faire un essai à 20 ou 40, et recommencer le process. Alors nous avons opté tout simplement de fabriquer plusieurs natures de couches alpha avec un remplissage à 20%, à 30 ou 40. À partir de là, il suffit simplement de faire un pomme-clic pour récupérer une sélection qu'à 40%. Un message d'alerte nous spécifie qu'il ne le montrera pas, mais alors qu'il existe. Et à partir de là, on pourra taper les différents mots-clés qui peuvent être ici aquarelle, peinture à l'huile, différents éléments que nous avons fait comme test ici. Là, nous sommes dans une situation de travailler l'illustration en digital. Et bref, on a des éléments qui sont extrêmement intéressants. Donc nous privilégions plutôt l'emploi de couches alpha pour avoir à dispo pour répéter différents éléments, puisque le principe à bien saisir, c'est que plus le chiffre est bas, plus l'image est respectée, moins il y a d'effets. Plus le chiffre est élevé, 40, plus il y a une interprétation graphique avec l'algorithme qui déforme plus en profondeur votre image. Nos différents essais, nos différentes consultations, que ce soit sur Internet, dans les forums et des discussions, amènent à cibler la première proposition que nous avons faite, c'est-à-dire en moyenne, c'est vraiment opérant une moyenne de 30. Ça n'exclut pas que vous puissiez faire des tests à 20, à 30 ou à 40. Au-delà de 50, l'image n'est presque plus reconnaissable. Dans un autre type de sujet, que l'on appelle dans Photoshop les overlays, ça vient un petit peu du monde de la vidéo. Ce sont des éléments qui permettent bien souvent de créer des fausses fumées, des fausses pluies, des fausses granulités, etc. Alors, l'intérêt, il est quoi ? Il suffira de taper overlay Photoshop sur un moteur de recherche sur Internet pour savoir un peu ce que c'est un overlay. Donc là, l'idée est assez simple. Nous prenons un élément gris, très simplement. Dedans, nous sélectionnons l'ensemble, pomme A, et à partir de là, nous tapons comme valeur dans le prompt texture à grain, et nous obtenons donc l'intégralité. Et pour l'exploiter, eh bien on utilise comme pour les overlays, c'est-à-dire qu'on utilise, quand le calque est gris, des modes qui oscillent entre incrustation, lumière tamisée ou lumière crue. Et à partir de là, on obtient un overlay de granulité. On peut continuer le sujet pour fabriquer nos propres ressources qui permettent ici, par exemple, d'avoir sur un fond noir un élément qui va être ici très simplement de la pluie. On peut dupliquer de multiples fois pour avoir une résonance supplémentaire, et il suffira simplement de retirer le calque et d'utiliser cette fois-ci, quand l'élément est gris, on utilise les éléments en mode superposition. Donc je vais retirer ceci, on va voir globalement ce que ça donne sur l'image. Nous avons un petit blocage ici. Là, c'est les storms et là, les rains. Nous avons un petit blocage au niveau vidéo. On va revenir un petit peu en arrière, très simplement. On verra bien ce que ça donne. Voilà, voilà l'image. Et voilà les effets. Il y en avait un qui était bloqué, qui n'était pas en superposition, c'est pour ça qu'on ne voyait rien. Donc là, on a des recréations, en fin de compte, de ce qu'on appelle les overlays, mais fabriqués par l'intelligence artificielle. Ça, c'est pour de la pluie. Nous avons sollicité la même démarche avec des orages, et encore une fois, de la pluie. Donc ça, c'est largement utilisé dans le milieu de la vidéo pour créer des ombrages, créer des matières de texture, de granulité, de neige, de pluie, de foudre, de fumée. Et donc, on peut se fabriquer, un peu gratos, différents overlays grâce à la technologie Firefly, mais en tapant véritablement ce que l'on souhaite, mais pas directement dans l'image, mais en tant qu'overlay. Dans notre 8e atelier, concernant les prompts et donc la possibilité de taper du texte pour créer des éléments, il y a une particularité concernant les notions de réflexion, d'éléments sur l'eau ou dans un miroir. Alors là, encore une fois, c'est particulier dans le sens où on a une image simple, on va pouvoir ici travailler une zone sur laquelle on souhaite assez grossièrement le placement d'un élément. Cet élément-là, nous avons très simplement tapé rivière calme, on a rajouté le terme calme, et validé. Et voilà ce que l'on a directement.
On obtient donc également des réflexions de l'élément que l'on va voir lorsque l'on tape sur le deuxième, qu'on a recommencé, et on a des réflexions, en fin de compte, des poteaux directement dans l'eau. On obtient également ici quelque chose d'assez spectaculaire, où en faisant une sélection, encore une fois, assez à l'arrache, on obtient en tapant très simplement rivière calme avec réflexion, et bien les réflexions du ciel, du bâtiment jaune, et on a fait des exercices et des ateliers et des essais sur des ambiances de nuit, et ça reflète entièrement les lumières sur l'eau. C'est assez spectaculaire, sachant que bien sûr, on obtient toujours trois approches différentes pour simuler globalement de l'eau avec de la réflexion. Pour ce couple, pareil, on obtient quelque chose qui est assez travaillé, puisqu'il y a de la distorsion au fur et à mesure vers proche de nous par rapport au bord, qui doit être plus simple également. Donc il y a beaucoup de choses qui sont respectées sur le comportement normalement d'une image où vous avez une réflexion sur l'eau. Pareil pour les ambiances de château où il n'y a pas d'eau. On peut recréer entièrement les douves, etc. Et là, c'est une particularité dans le sens où on a réalisé très simplement une sélection au niveau de ces éléments qui sont vides. Donc vous la voyez directement, c'est un petit peu débordant. Et à partir de là, on a très simplement sollicité le fait de fabriquer un miroir dans lequel on rajoute au niveau du prompt une réflexion dans le miroir. Et là, on obtient quelque chose qui peut être plus ou moins satisfaisant, avec des ambiances ou peut-être un petit peu à redessiner. Il y a des déformations un peu géométriques, peut-être un petit peu à pousser, une ambiance, mais en tout cas, c'est quand même bluffant et assez rapide. Maintenant, pour l'ensemble de ces prompts, tout cela, c'est un petit peu au desiderata de l'intelligence artificielle, c'est quand même l'algorithme qui décide un peu la répartition, etc. On s'est aperçu que si vous dessinez ou si vous faites des sélections, il peut y avoir une influence sur la manière dont va être remplie, en fin de compte, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, dans cet exercice-là où nous avons ici différents overlays qui ont été créés, on s'aperçoit que lorsque on souhaite ici récupérer une sélection du rocher pour faire en sorte que ça soit rempli avec de l'herbe, eh bien, ça ne remplit pas entièrement le rocher comme si le rocher était vraiment rempli de verdure. Alors, malgré nos tentatives, on a très simplement ici, vous voyez, tapé de l'herbe, ça ne remplit pas entièrement jusqu'au rocher. Et donc, l'idée, c'est de fabriquer en fin de compte un remplissage de couleur verte. Et parce qu'il reconnaît que c'est du vert, c'est à cet endroit-là où, en recommençant très simplement, l'algorithme, le prompt en grasses, que le logiciel comprend que à cet endroit-là, il faut également remplir d'herbe et non pas le laisser libre cours entre la répartition du rocher et de l'herbe. C'est donc un bon moyen, lorsque l'on dessine directement sur un calque, pour fabriquer un pont, des arbres, de l'herbe ou différents éléments, de donner des éléments certes graphiquement simples, avec la bonne couleur, pour donner directement une direction. Donc ça, c'est une influence par le dessin. On s'est aperçu également que la forme de la sélection peut avoir véritablement une importance sur la fabrication lui-même de l'élément en algorithme avec la technologie Firefly. C'est-à-dire qu'ici, nous avons fait une sélection qui est plus ou moins ronde, volontairement, et de là, en tapant très simplement Fairground Wheel, c'est-à-dire une roue de Foire du Trône, celle-ci proposée est ronde. Et si la sélection n'était pas ronde, on obtiendrait quelque chose. Nous l'avons volontairement ici fait une sélection un petit peu complètement pas spécialement intéressante. Et on a tapé Castle et automatiquement il reconnaît que c'est une forme de château qu'il faut faire dans cette forme-là. Donc il y a une influence sur des calques sur lesquels vous pouvez peindre, mais également des influences par rapport à la nature de la sélection, si elle soit ronde, rectangulaire ou carrée. Si on considère que l'on veut fabriquer maintenant des fonds entiers, là on est dans un territoire assez dément, c'est notre 11e atelier, où là vous avez une pléthore d'éléments, avec ici à chaque fois des éléments qui peuvent être donc un trou noir cosmique, un aspect fluide en termes vidéo, et donc fabriquer des matières extrêmement intéressantes. Et vous regarderez sur Internet, pour la fabrication de ces moteurs ici, il faut travailler un petit peu des prompts un petit peu particuliers pour fabriquer ce genre d'éléments, qui sont des machines un peu futuristes,
qui sont des machines steampunk en anglais. On n'a pas d'équivalent en français. Et donc tout ça, bien souvent, nous sert à pouvoir fabriquer très simplement des fonds pour ensuite faire des compositions, mettre de la titraille ou des éléments souhaités. Donc là, c'est extrêmement riche. On en a fait quand même à peu près une dizaine, mais on pourrait en faire une centaine tant que le Firefly est infatigable. L'avant-dernier atelier va présenter ici le fait de changer des éléments en création pure, mais de manière partielle, c'est-à-dire avec sélection. Donc là, nous avons une sélection du personnage avec un débord, et nous avons tapé pour uniquement ce personnage-là, eh bien, de la peinture graphique, ici des éléments techniques, un dessin plus ou moins modulé. Et donc incorporer des formes en conservant le fond, le tout bien sûr basé sur une sélection où on voit bien la délimitation qui est globalement respectée. Enfin, il existe le pire du pire ou du pur, c'est l'utilisation de fabrication à partir de rien, qui va être une situation la plus puissante, entre guillemets. L'orientation, là, cette fois-ci, est difficile, dans le sens où vous pouvez taper directement, à partir d'une page blanche, dans laquelle vous faites très simplement sélection ou tout sélectionner, et de là, nous avons tapé un guerrier, chevalier, antique, pop art. Et voilà la proposition qui est. C'est vraiment assez respectueux. De là, ce qui a été proposé avec cette forme-là, nous avons décidé de rajouter très simplement par agrandissement avec le cadrage, puis nous avons sollicité ici ce que nous avions utilisé la dernière fois, c'est-à-dire des cheveux blonds avec des boucles d'oreilles, et le tout est respecté. Donc là, on est vraiment dans la création pure, plus ou moins réussie, et la dernière image que nous allons vous montrer, c'est celle-ci, où à partir de rien, nous avons sollicité ici quelques mots-clés, Uru, la ville, de nuit, avec un pont, de l'eau et des bateaux. Et l'ensemble est parfaitement en place. Nous avons rajouté ici une composition avec un feu d'artifice, qu'on a placé là où c'était sur le côté à gauche. Rajouter le fait qu'en fin de compte, il fallait que le pont soit en pierre, et de rajouter derrière une lune qui puisse rayonnant. Alors la composition graphiquement n'est pas extraordinaire, mais en tout cas c'est quand même très puissant d'incorporer au fur et à mesure dans la composition exactement ce qu'on souhaite en termes d'éléments, mais nous le rappelons, pas vos éléments à vous, mais ceux extirpés de la banque d'images de chez Adobe qui décide quel type d'image va être. Voilà donc un ensemble complet de la technologie Firefly d'Adobe incorporée dans Photoshop. Donc, la formation, il y a une formation sur les IA génératives d'images qui couvre effectivement Firefly, mais les autres dont on parle également, voilà, qui est une formation découverte de ce panel d'outils. En parallèle, comme je le disais, on a intégré Firefly à nos formations Photoshop à partir du mois de janvier, que ce soit en formation longue, en initiation longue pour les professionnels ou en perfectionnement. Voilà, donc vous pourrez découvrir Firefly sur place dans nos salles de formation. Et ce que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'en janvier, je vous retrouverai pour le dernier Digitalk sur les IA génératives et nous évoquerons Copilot. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.